Il y a une scène vraiment très visuelle. Une situation qu'on connaît absolument par cœur, en fait, Ouais, et par laquelle il faut incontestablement commencer cette réflexion aujourd'hui. tout à fait. Imaginons le moment très précis où l'on se penche en avant pour souffler les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Le grand classique. Voilà. Autour, le cadre est parfait, quoi. Des confettis qui tombent, une lumière un peu tamisée pour Les l'ambiance. franges qui sourient. C'est ça, des amis, la famille avec de grands sourires, et bien sûr la fameuse chanson qui résonne. Souvent un peu fausse et un peu trop forte. Grave. Sur le papier, c'est censé être l'apothéose de la journée, mais au fond de l'estomac, en cet instant précis, il y a une sensation étrange qui s'installe. Hmm. Un goût super amer. C'est cette impression troublante d'être en retard sur sa propre vie. Ah ouais, ce fameux décalage. Exactement. La sensation presque physique de regarder le sable s'écouler dans le sablier et de réaliser avec un petit coup d'effroi qu'on n'est pas du tout là où l'on devrait être. Ouais, c'est lourd comme sentiment. Mais carrément. Et la question c'est pourquoi ce jour, qui a été spécifiquement conçu par la société pour être le plus festif de l'année, se transforme-t-il si soudainement en véritable piège psychologique ? Mhm. Et si, au fond, fêter le temps qui passe avec des ballons colorés et des coupes de champagne, c'était fondamentalement la pire approche possible. C'est un contraste tout à fait saisissant en fait. On touche ici à une forme assez sévère de dissonance cognitive. Ouais, C'est-à-dire ce décalage profondément inconfortable entre l'extérieur qui exige la joie, la célébration, faut sourire sur les photos, quoi. exactement, et l'intérieur qui traverse une véritable petite crise existentielle. Et c'est exactement le cœur de notre sujet aujourd'hui. Absolument. Notre mission, à travers l'exploration en profondeur que nous allons mener, c'est de comprendre pourquoi l'univers se fiche éperdument de ses anniversaires. Spoiler, il s'en moque. Totalement. Et surtout, comment opérer une bascule. Il s'agit de transformer cette journée non plus en une simple excuse pour manger une énorme part de gâteau, mais en un véritable audit de vie. J'aime bien ce terme. Ouais, un moment charnière pour vraiment rentabiliser le temps qui reste. Et pour mener à bien cette analyse, on s'appuie aujourd'hui sur un document incroyablement riche. Il s'agit de la 61e édition de la newsletter Success Mindset Goals Ta dose de boost hebdo, une newsletter écrite par Romuald Tranchot. Une excellente édition d'ailleurs. Vraiment. Et d'ailleurs, avant de plonger les mains dans le moteur, un petit conseil en passant pour ceux qui nous écoutent. Oui, très important. Rejoindre le club Success Mindset Goals, c'est une démarche incontournable. C'est une véritable mine d'or pour quiconque s'intéresse au développement personnel et à la productivité. Et le plus beau là-dedans ? Le plus beau, c'est que c'est gratuit, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. C'est l'outil idéal pour accompagner le genre de réflexion qu'on va avoir maintenant. Complètement. Ok, décortiquons tout ça. D'où vient exactement cette douleur, ce creux au ventre si spécifique qu'on ressent devant ces fameuses bougies ? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'édition de cette newsletter met un mot clinique sur ce phénomène très répandu. Lequel ? On l'appelle le birthday blues. Ah ouais. Le coup de blues de l'anniversaire. C'est ça, c'est un phénomène psychologique qui frappe avec une violence particulière durant la vingtaine, mais qui peut tout à fait ressurgir plus tard. C'est pas réservé aux jeunes, quoi. Pas du tout. Et pour comprendre le pourquoi, il faut regarder du côté de notre ego. Devant ce gâteau, l'ego se prend de plein fouet ce qu'on pourrait appeler le grand mur de la réalité. Le fameux mur. Ouais. En fait, le cerveau humain est par essence une machine à calculer et à comparer. En l'espace d'une fraction de seconde, au moment de souffler, il effectue un calcul impitoyable. Aïe. Il mesure l'écart béant entre un potentiel imaginaire, Donc les rêves, quoi. voilà, les rêves grandioses, les promesses un peu silencieuses qu'on s'était faites un an plus tôt, Ouais. et l'exécution réelle, factuelle, froide des 365 derniers jours. Pur. C'est d'une brutalité absolue. Absolument. C'est comme si on passait un entretien annuel d'évaluation dans une immense entreprise. Sauf que là, le patron impitoyable, froid et uniquement adepte de la rentabilité sur son tableau Excel, ce serait notre propre conscience. C'est une super métaphore. Ce patron te regarde, il scrute les chiffres de l'année écoulée, et il lâche un glacial bon. Les objectifs n'ont clairement pas été atteints. Quelles sont les excuses cette fois ? C'est exactement ça. Mais justement, cette douleur de l'évaluation, ce fameux coup de blues, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ? Une anomalie du cerveau qu'il faudrait fuir ou anesthésier ? Eh bien, au contraire. C'est là toute la subtilité de la thèse présentée par Romuald Tranchot. Ah bon ? Cette douleur, il ne faut surtout pas l'anesthésier, parce qu'elle est profondément saine. Saine. Dans quel sens ? En fait, il faut la voir un peu comme le voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord d'une voiture. Ok. Si ça fait mal, c'est la preuve irréfutable que l'année s'est écoulée en mode passager
plutôt qu'en mode pilote. Aïe, le mode passager. Ouais. Être passager de sa propre existence, ça signifie de manière très concrète qu'on a laissé le monde extérieur prendre les commandes. On subit, quoi. On subit. On a laissé les urgences des autres, les algorithmes super addictifs des réseaux sociaux, les distractions infinies dicter notre emploi du temps quotidien. Ouais, on s'est simplement laissé porter par le courant au lieu de tenir fermement la barre du navire. C'est exactement ça. Attends, prenons vraiment le temps de marquer une pause ici, parce que c'est fort. Être le simple passager de sa propre vie. C'est violent. C'est une image qui secoue, vraiment. C'est le but. C'est censé être un moment de clarté brutale, en fait. Constater qu'on a passé 12 mois sur le siège passager à regarder le paysage défiler à toute vitesse derrière la vitre. Et sans jamais avoir le droit de toucher au volant ou aux pédales. Sans rien toucher. Mais une fois que ce diagnostic du passager est clairement établi, une fois qu'on l'a accepté, comment on fait pour reprendre le volant en pleine course sans provoquer un accident industriel? C'est là qu'intervient la méthode. Parce que le texte propose d'adopter ce qu'il appelle une page blanche stratégique. Oui. Et sur le papier, les bénéfices sont géniaux. Il y a d'abord la création d'une urgence productive, c'est-à-dire réaliser que le temps est la seule ressource qui ne se recycle jamais. Ensuite, il y a l'arrêt pur et simple de la comparaison toxique. Très important, ça. Carrément. On arrête de jouer contre des inconnus sur LinkedIn, on arrête de scruter les vies parfaitement filtrées sur Instagram. Qui sont fausses en plus. Totalement. Pour ne jouer que contre la personne qu'on était l'année dernière. Et tout ça grâce à l'effet cumulé des petites actions. C'est un vrai changement de paradigme. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et là, je me permets de remettre ça en question. Je t'écoute. C'est très facile à dire quand on est assis dans un fauteuil confortable. Mais sur le terrain, quand on observe le syndrome du « je suis trop vieux pour ça » qui frappe des individus de 23, 24 ou 25 ans. Oh, les fameuses crises de la vingtaine. Mais oui, des gens qui sont littéralement en larmes, persuadés d'avoir déjà raté le train de la réussite parce qu'un prodige de 18 ans a monté une start-up en Californie. Ouais, l'effet Forbes 30 under 30. Exactement. Comment est-ce qu'on désamorce une pression sociale d'une telle ampleur chez les jeunes adultes? Eh bien, c'est une excellente question. Et la réponse apportée par la newsletter est sans appel. Cette peur est qualifiée de ridicule. Ridicule. Carrément. Oui, et si l'on regarde la mécanique de la vie, c'est tout à fait juste. À 25 ans, pour reprendre une métaphore sportive, on n'est même pas encore sur le terrain pour le premier quart-temps. On est où alors? On est littéralement dans les vestiaires, en train de faire l'échauffement. C'est vrai, vu comme ça. L'erreur fondamentale qui génère cette angoisse, c'est la mauvaise interprétation de ce que représente réellement l'âge. L'âge, ça n'est rien d'autre qu'un simple indicateur kilométrique sur un tableau de bord. Ça indique uniquement et froidement combien de kilomètres ont été parcourus jusqu'à ce jour. Ouais. En aucun cas, ce kilométrage ne dicte la direction qu'il faut prendre au prochain croisement. Ah, c'est une nuance cruciale, ça. L'odomètre te dit que tu as roulé 25 000 km, mais il ne te force pas à continuer tout droit si tu veux tourner à gauche. Exactement. Mais pour tourner le volant sécurité, il faut éviter certains pièges très tentants liés à la date d'anniversaire, c'est bien ça, hein? Précisément. L'euphorie artificielle de l'anniversaire est super traîtresse. Le premier grand piège, c'est la fameuse résolution du nouveau mois. Oula, l'envie de tout changer. C'est ça. Cette envie soudaine, souvent dictée par la panique, de vouloir modifier 10 habitudes profondément ancrées du jour au lendemain. Genre se lever à 5 heures du matin? Faire du sport tous les jours, manger exclusivement des légumes crus et apprendre le mandarin. Tout ça d'un seul coup. Impossible. C'est ignorer comment fonctionne la volonté humaine, en fait. La volonté est une ressource épuisable. Vouloir tout changer mène invariablement à un crash total. Et un retour aux anciennes habitudes en moins d'une semaine. Voilà. Et le deuxième piège majeur, c'est la fuite par la célébration excessive. Faire la grosse fête. Organiser une fête titanesque sur 3 jours, se noyer dans le bruit, la musique, le monde, c'est très souvent une stratégie de contournement. Une fuite en avant. Une manœuvre d'évitement parfaite pour ne surtout pas avoir à s'asseoir, seul, pendant 2 heures face à un miroir et un carnet pour faire le point sur la réalité. Bah oui, parce que pour pouvoir soutenir son propre regard dans ce fameux miroir, il faut visiblement accepter de dynamiter ses dernières excuses. C'est l'étape obligatoire. Et le texte déploie 3 vérités qu'on pourrait qualifier de brutales, mais qui agissent vraiment comme une fondation en béton pour construire l'année à venir. En effet, ce sont 3 piliers implacables qu'il faut internaliser. La première vérité, c'est l'acceptation totale de notre propre responsabilité. Ça pique un peu, ça. Ça pique, oui.
la règle est simple, on est la somme exacte de nos choix passés, si l'on regarde le solde d'un compte en banque, la condition physique d'un corps, ou même la qualité des relations amicales et amoureuses actuelles. Ouais. Eh bien, aucun de ces éléments n'est le fruit du hasard ou d'un accident cosmique. Ce sont les résultats mathématiques, implacables, des actions répétées lors des 12 derniers mois. Ouch, la pilule est super dure à avaler. Mais nécessaire. Ouais. Et la deuxième vérité vient détruire un mythe extrêmement tenace. Le mythe du sauveur. Ah, celui-là L'idée que personne, mais alors absolument personne, ne viendra sauver qui que ce soit. Il n'y a pas de menteur providentiel caché dans l'ombre qui va soudainement repérer ton talent caché. C'est pas un film hollywoodien. Non, voilà. Pas d'opportunité magique qui va défoncer la porte du salon, ni de bon moment parfait où toutes les planètes seront alignées. Jamais. C'est exactement comme une personne qui serait coincée sur une île déserte. Il faut imaginer la scène. Cette personne est assise sur une immense pile de planches de bois en parfait état. D'eau, elle passe ses journées assise sur le sable à scruter l'horizon, en attendant qu'un navire de croisière de luxe passe par hasard pour la secourir. Et c'est pathétique dit comme ça, mais c'est vrai. C'est de l'auto-sabotage à l'état pur. Et du coup, il faut des micro-actions immédiates, acheter les baskets de sport, réserver le nom de domaine du site web, envoyer cet email qu'on repousse. C'est une excellente analogie. Et ça illustre parfaitement la troisième vérité de l'auteur, qui concerne la gestion du timing. Le fameux « quand est-ce qu'on s'y met ?» Exactement. Le meilleur moment pour commencer à construire ce radeau, c'était l'année dernière. Ouais. Mais le deuxième meilleur moment, et la seule autre option disponible de toute façon, c'est aujourd'hui. L'idée fondamentale ici, c'est que le regret est un véritable poison cognitif. Un poison. Une toxine mentale. Ça se diffuse lentement et ça paralyse totalement l'action présente, en forçant le cerveau à ressasser un passé qu'il ne peut physiquement plus modifier. Attends, il faut qu'on marque une nouvelle pause stratégique ici, juste pour bien ancrer ce concept. Je t'en prie. Le regret est un poison qui paralyse l'action. C'est fondamental. Absolument. Laissons ce silence souligner le poids de cette affirmation. C'est crucial de l'intégrer. Totalement. Alors, une fois que l'on a guéri cette paralysie et qu'on a accepté ces vérités, comment est-ce qu'on passe de la théorie à l'ingénierie concrète ? On passe à la pratique. La newsletter propose la méthode de l'audit d'anniversaire en 5 étapes. C'est un plan d'action qui a l'air redoutablement efficace. Si on prend la toute première étape, c'est ce qu'on appelle le bilan brutal. Exactement. L'étape 1, c'est d'être chirurgical. On prend une feuille, on trace une ligne au milieu. D'un côté, on liste tout ce qui a généré de l'énergie et de l'enthousiasme cette année. Ok ? De l'autre, tout ce qui a drainé cette énergie, que ce soit des tâches, des environnements ou des habitudes. C'est un état des lieux sans aucun filtre. Et c'est là qu'on arrive à l'étape 2, qu'ils appellent la purge. Et là, je dois vraiment intervenir parce que ça m'a marqué. Vas-y. L'idée avancée, c'est de choisir une seule chose toxique dans la colonne qui draine, une habitude ou pire, une relation, et de couper le cordon formellement. Oui, le jour J. Mais honnêtement, couper les ponts avec quelqu'un le jour de son anniversaire, n'est-ce pas incroyablement dramatique, voire un peu excessif ? Pourquoi utiliser ce jour-là en particulier ? Alors, c'est une réaction tout à fait normale que de trouver ça extrême. Mais si on analyse la mécanique psychologique derrière cette recommandation, l'anniversaire est un levier redoutable. Comment ça ? Le cerveau humain adore les marqueurs temporels forts. Couper une relation toxique un mardi ordinaire de novembre, c'est difficile, ça s'étiole, on repousse. C'est vrai. Le faire le jour où l'on est censé célébrer sa propre existence, c'est envoyer un signal incroyablement puissant à son propre subconscient. Ah, je vois. C'est tracer une ligne de démarcation ultra claire entre l'ancien moi qui subissait et le nouveau moi qui tranche. La symbolique renforce l'action. D'accord, vu sous cet angle, la date devient carrément un outil d'engagement. C'est ça. Ce qui nous amène à l'étape 3, définir l'objectif domino. L'idée de trouver l'unique but majeur de l'année. Oui. Cela soulève une question importante d'ailleurs, et c'est le point central de tout cet audit. Pourquoi un domino ? Pourquoi pas plusieurs ? Parce que c'est de la physique élémentaire appliquée à la psychologie de la motivation. C'est l'antidote parfait contre l'erreur fatale qu'on évoquait tout à l'heure, tu sais, celle de vouloir changer 10 habitudes d'un coup. Le syndrome du nouveau moi. Exactement. Un petit domino en mouvement a l'énergie cinétique nécessaire pour renverser un domino 50% plus grand que lui. Donc, si l'objectif principal est, par exemple, de retrouver une santé de fer, eh bien cela renverse automatiquement les dominos du mieux dormir, mieux manger et avoir plus de clarté mentale au travail. Tout s'enchaîner.
On canalise 100% de son énergie sur le premier domino, au lieu de la disperser sur tous les autres en même temps. C'est facilement la logique derrière ça. Ensuite, les étapes 4 et 5 viennent boucler le processus. L'étape 4, c'est l'ingénierie inversée. Oui, le découpage. Prendre cet objectif domino prévu à 365 jours et le découper violemment en objectifs trimestriels, puis mensuels, puis en petites actions hebdomadaires. Juste pour éviter la sensation de montagne infranchissable. Pour rendre ça digeste. Et l'étape 5, c'est la capsule temporelle. Rédiger une lettre ou même enregistrer un mémo vocal adressé au soi de l'année prochaine. Et pour que ce contrat soit valide dès le départ, le document suggère 4 micro-défis à réaliser dès la semaine de l'anniversaire. De l'action immédiate. Le premier défi, bloquer 2 heures en solo dans un café, sans téléphone, juste avec un stylo. Le but, point. La clarté exige du silence, loin du bruit ambiant. Vital. Le deuxième défi, investir financièrement sur soi-même. Acheter un livre pointu ou une formation plutôt que de tout flamber dans des vêtements éphémères. C'est mettre ce qu'on appelle du skin in the game. S'engager financièrement. Le troisième, envoyer un vrai message de gratitude à la personne qui a été le plus grand soutien de l'année écoulée. Parce que le succès en vase clos n'existe pas. Très beau. Et enfin, le quatrième défi, prendre un risque inédit. Tenter une action qui aurait terrorisé la version de nous-mêmes d'il y a un an. Ce sont des actions très concrètes. Mais attention, il y a un détail croustillant, une sorte d'astuce ultime glissée pour garantir le succès de tout ce plan. Ah oui, la fameuse règle. La règle du silence absolu. Ah, ça c'est super contre-intuitif. C'est pour éviter le piège de la dopamine sociale, il est vivement déconseillé de partager ses nouveaux objectifs grandioses lors de la fameuse soirée d'anniversaire. Pas de discours devant les potes, quoi. Surtout pas. Le mécanisme est pervers. Si l'on annonce publiquement qu'on va écrire un livre cette année, les amis vont applaudir, ils vont féliciter. Ah, c'est génial. Et là, le cerveau reçoit instantanément une énorme dose de dopamine. Exactement la même dose que s'il avait réellement accompli le travail. Ah ouais, l'illusion de l'accomplissement. Résultat, 0. La motivation de l'effort disparaît totalement. La consigne est stricte, il faut bosser en silence. Travailler dans l'ombre, c'est hyper puissant. Bon, après avoir planifié toute cette ingénierie minutieuse pour structurer la prochaine année, la réflexion nous pousse soudainement à faire un pas de géant en arrière. On dézoome. On dézoome drastiquement. On passe de la gestion d'une année à la gestion d'une vie humaine entière. Rien que ça. C'est le grand saut. Et c'est là qu'intervient la lecture recommandée par la newsletter de la semaine. C'est un ouvrage intitulé 4000 semaines, ou 4000 Weeks en version originale, écrit par Oliver Burkeman. Un livre incontournable. Il faut vraiment se représenter la couverture de cet ouvrage pour en saisir le ton. L'image est magnifique, super apaisante. Imaginez un ciel bleu dégagé, immense et lumineux, qui surplombe une chaîne de montagnes majestueuses. En contrebas, un lac paisible, lisse comme un miroir. Le livre est édité par First Edition. Mais ce qui contraste énormément avec ce calme visuel, c'est ce large bandeau rouge très agressif, en bas. Qui attire l'œil tout de suite. Qui annonce de manière frappante plus de 1 million d'exemplaires vendus. Et qui souligne son statut de best-seller du New York Times. C'est en poids lourd. Le sous-titre est tout un programme aussi. L'anti-manuel de gestion du temps à l'usage des mortels. Mais alors, pourquoi ce chiffre très spécifique de 4000 semaines? La révélation derrière ce chiffre est aussi simple que vertigineuse. 4000 semaines, c'est tout bêtement la durée moyenne d'une vie humaine sur Terre. C'est fou quand on le dit comme ça. 76 ans et quelques poussières. Réduire l'intégralité d'une existence, avec toutes ses nuances, à ce petit nombre mathématique de 4000. C'est un choc électrique. Ah bah, ça calme. C'est effrayant, bien sûr. Mais l'auteur démontre que c'est surtout profondément libérateur. Burkeman développe des concepts clés autour de cette finitude incontournable. Qu'est-ce qu'il propose en première, Hélène? Le premier changement de paradigme, c'est de comprendre que cette limite temporelle stricte n'est pas une malédiction, c'est une force absolue. Une force? C'est très simple. C'est uniquement parce que notre temps est compté que nos choix acquièrent de la valeur. Si l'être humain disposait d'une éternité de millions de semaines, aucune décision n'aurait le moindre poids, rien ne serait urgent ou précieux. C'est vertigineux quand on y pense. Et en fait, cela détruit au passage l'un des plus grands mythes du monde professionnel moderne. Lequel? L'illusion absolue de la maîtrise du temps. Totalement. C'est la fin du mensonge de la productivité parfaite. L'idée fausse selon laquelle, si l'on trouvait la bonne technique, la bonne application mobile ou le bon algorithme de gestion, on pourrait enfin vider sa fameuse to-do list.
La fameuse liste sans fin. La vérité brute exposée par l'auteur, c'est que la liste se remplira toujours. Si on répond plus vite aux emails, on génère simplement plus de réponses en retour. La machine est sans fin. C'est le tonneau des Danaïdes. Exactement. L'objectif n'est donc plus d'essayer de régler tous les problèmes, mais de choisir délibérément les bons problèmes à résoudre. Et c'est ce qui nous amène à son concept phare, le JOMO, ou Joy of Missing Out. Par opposition au FOMO. Voilà, le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose. Le JOMO, c'est la joie assumée de passer à côté. C'est la satisfaction intellectuelle et consciente de décliner une invitation ou un projet parce qu'on sait pertinemment à quelle chose beaucoup plus importante on dit oui à la place. Alors qu'est-ce que tout ça signifie concrètement quand on ramène ce concept de JOMO à notre fameux audit d'anniversaire et à l'objectif domino? C'est là que tout se connecte. Ça met en pleine lumière un paradoxe immense. Pour réussir ce plan d'action, pour accomplir cet unique objectif décisif dans les 12 mois à venir, il va falloir dire non. Souvent, oui. De manière très consciente, très délibérée. Il va falloir froisser des susceptibilités, décevoir certaines personnes de son entourage et surtout refuser des opportunités qui auront l'air formidables sur le moment. Ce n'est pas un dégât collatéral ou un accident de parcours, c'est littéralement la mécanique indispensable du succès, n'est-ce pas? C'est le prix mathématique et inévitable de l'accomplissement. Si l'on décide d'utiliser son indicateur kilométrique pour prendre une direction super précise au croisement, cela implique physiquement et logiquement de renoncer à toutes les autres routes possibles. C'est implacable. C'est inévitable. Le JOMO, c'est la capacité à trouver non seulement la paix, mais une joie profonde dans ce renoncement conscient. Car on sait qu'on avance vers son propre domino. Eh bien, pour rassembler toutes les pièces de notre réflexion d'aujourd'hui, une date d'anniversaire ne doit jamais être considérée comme une ligne d'arrivée mélancolique. Jamais. C'est par essence une ligne de départ vierge. Bien sûr, célébrer le simple exploit biologique d'avoir survécu 365 jours supplémentaires sur cette planète, c'est génial. Ça se fête. Et ça mérite largement une part de ce fameux gâteau. Mais c'est uniquement ce qu'on décide de construire avec les 365 jours suivants qui forge un véritable état d'esprit, une résilience à toute épreuve. Absolument. Un immense merci à tous ceux qui aiment creuser ces sujets avec nous et qui ont suivi cette longue analyse. C'était un vrai régal de décortiquer ces mécanismes psychologiques. Et on se retrouve avec le même enthousiasme très bientôt pour notre prochaine exploration en profondeur. Et avant de refermer ce dossier, un dernier petit rappel amical mais super stratégique. Vas-y. En attendant notre prochain rendez-vous, l'action immédiate, c'est de ne pas hésiter à rejoindre le club Success Mindset Goals. Comme souligné en introduction, c'est gratuit. Et c'est vraiment le prolongement parfait de l'audit qu'on vient d'étudier. Foncez, vraiment. Et pour mettre le point final à cette réflexion, et pour répondre un peu à ce sentiment amer face au confetti qui retombe, si la philosophie du JOMO exige inévitablement de décevoir certaines attentes pour réussir son grand objectif domino, quelle est la toute première chose ou la toute première personne qu'il va falloir accepter de sacrifier dès aujourd'hui pour avoir une chance de devenir la version de soi tant espérée l'année prochaine ?